Eh bien c'est parti, notre chef Grégory Cuilleron est prêt à éplucher de la pomme de terre avec nous ce midi. Moi on m'a toujours dit que c'était pas si compliqué que ça de faire un gratin dauphinois, mais franchement j'ai jamais osé me lancer, alors je vous attends pour changer d'avis Grégory. Eh bien attendez-moi, c'est très simple de faire un gratin dauphinois, c'est basique, voilà. Mais souvent comme les choses très simples, ça demande un petit peu d'application. Alors avec moi je vous garantis aujourd'hui pas de food fighting, on va pas s'attaquer à grands coups de saucisson. Le gratin dauphinois c'est le plat permissif, on adore. Donc il est l'un des ambassadeurs de la gastronomie française à l'étranger. Il faut dire que pommes de terre et crème fraîche, ça a de quoi vous garantir un certain succès. C'est clair. Bon, d'autant plus facile à exporter que les ingrédients qu'il compose, de prime abord basiques, se trouvent sur les étals du monde entier. Alors ça, je vous le garantis, de Rio en passant par les États-Unis ou le fin fond de Madagascar, j'ai fait du gratin dauphinois. J'adore. Mais il vient d'où ce gratin ? Ça vient ensuite. Mais ma chère Mélanie, déjà, oui. je tenais à vous préciser que pour une fois, j'étais dans la saison. Et oui, je vous avais engueulé sur les tomates farcies. J'avais dit, c'est fini les tomates, Grégory. Et là, il y en avait encore. Mais là, le gratin, c'est bon, on y est. C'est bon, c'est parfait pour l'étape de Noël. C'en est un petit peu le prince. Alors bon, je vous cache pas que pour le Lyonnais que je suis, il s'agit d'un péché mignon, voire de mon plat préféré. Ah, d'accord, ok. En plus, ça tombe bien, il est dans la mouvance. Bon, alors maintenant, est-ce que je peux savoir d'où il vient le gratin ? Non, toujours pas. Donc il est dans la mouvance parce que 100% végétarien, bien évidemment. Alors, ce mets issu du Dauphiné, comme son nom l'indique, nous vient des environs de Grenoble, pays de la noix, de Jean-Claude Killy et du Saint-Marcelin. Alors, je ne vous cache pas que j'engage un petit peu ma crédibilité culinaire aujourd'hui avec cette chronique et que je risque de m'attirer les inimitiés de bon nombre de nos auditeurs, des formations professionnelles. Car en matière de gratin dauphinois, chacun a sa chapelle et la meilleure recette, c'est toujours celle de sa maman. Bah évidemment. Pas la mienne, hein. Pas la vôtre. C'est vrai, non. Mais vous allez changer, il n'y a pas d'atavisme, vous allez pouvoir passer outre. Mais il y a un plat familial chez les Vignali, quand même. C'est le jambon chips. D'accord, sympa. Je comprends mieux pourquoi vous êtes comme ça, en fait. C'est ça. Grégory, on vous écoute. Donc, étrangement, l'évocation de ce gratin à la surface brune et légère, au parfum d'ail coffee, de crème aigrelette réconfortant, m'évoque le Texas. Et plus particulièrement, la bonne vieille ville de Houston. Alors pourquoi ? Là, je vous fais un petit peu de storytelling. J'ai rien compris. On était à Grenoble et maintenant on est à Houston. Exactement. On est à Houston, pourquoi ? Parce qu'à cette époque, j'étais stagiaire dans une entreprise de prospection pétrolière. Anecdote véridique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'étais pas vraiment submergé par le travail. Alors bon... Ayant toujours eu une forte inclination pour la gastronomie, parce que je vous rappelle que j'étais pas cuisinier à l'époque, et m'étant d'ores et déjà penché sur l'histoire des spécialités locales que sont les hamburgers et les hot dogs, alors là vous pouvez y aller, je suis incollable à la matière, je me suis penché sur les origines de ce plat mythique. Alors, je préfère couper tout de suite court, je crois qu'on a eu déjà cette conversation. Celui qui me met gratin dauphinois et fromage dans la même phrase, je fais immédiatement sortir du studio. Je mets jamais de fromage dans la même phrase. Surtout pas, parce que non, il faut pas. Même pour première mode, c'est interdit. C'est bon. Non, mais c'est pas du gratin dauphinois, c'est du gratin savoyard. Tout bonnement. C'est pas la même chose. Ah bah d'accord. Donc, le gratin dauphinois, c'est pas compliqué, ce sont des pommes de terre, du lait, pas trop non plus, parce que sinon, c'est pas assez gras. De la crème. Beaucoup. Voilà. De l'ail, j'aime bien toujours. Et éventuellement, je tolère un soupçon de noix de muscade. Ah bon, d'accord. Ouais, je suis pas trop pour, mais bon. J'adore, moi aussi j'aime. On peut mettre un peu de beurre au fond du plat. Ah, mais il y a du beurre. Alors, c'est du gras avec un peu de gras et on rajoute un petit peu de gras. Mélanie, vous voulez savoir si on peut mettre un cookies également dans le gratin ? Non, péché ça. Donc, historiquement parlant, parce que vous voulez tout savoir. Donc, historiquement parlant, et d'après le très sérieux site de référence gratindauphinois.fr. Non, ça existe. Oui. C'est pas vrai. Le terme gratin dauphinois remonte à l'aube de la Révolution, plus précisément à juin 1788, où ce plat préexistant sous d'autres noms dans les fermes de la région est servi aux officiers d'un régiment dirigé par le duc de Clermont-Tonnerre, donc dans la région de Grenoble. Il existe plusieurs écoles, alors selon qu'on précuise ou non les pommes de terre, que l'on presse l'ail ou qu'on frotte le plat d'une gousse, mais fini de tourner autour du pot, je vous livre enfin ma recette. Fruit d'années de recherche et de compilation des meilleurs tournements. Allez, on vous écoute, la recette. J'attends ma petite musique. Voilà. C'est parti. Donc, pour un gratin, pour 4 personnes, il nous faut 1 kilo de pommes de terre. C'est pas vrai. Non, c'est pas assez. Il y a des pommes de terre. Ça suffit. Je crois que c'est pas assez. On peut mettre plus de pommes de terre. Alors, me demandez pas quel type de pommes de terre. Moi, je mets 1 kilo toujours. Ah, bah voilà. 1 kilo. 1 kilo, c'est parfait. C'est nickel. 50 grammes de beurre. Alors, 25 grammes de beurre pour le plat et 25 grammes pour faire gratiner. Donc, on va mettre par-dessus. 2 gousses d'ail, 20 centilitres de lait entier,
10 centilitres de crème fleurette, donc c'est de la crème liquide, et 30 centilitres de crème fraîche épaisse. Il y a de la crème, hein. Il y a un petit peu de crème, ouais, il en ça. faut. Oui, de la Il fait crème, froid, ouais, ouais, il y a c'est du moi, c'est mon beurre. conseil beauté. Voilà. Utilisez de la crème. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés. Thermostat 6. Vous épluchez les pommes de terre, à l'aide d'une mandoline ou d'un couteau, mais je vous conseille la mandoline. Vous découpez de fines tranches. Vous pelez l'ail, vous en frottez généreusement un plat à gratin avec une gousse. Ensuite, vous beurrez le dit plat. Vous coupez la seconde gousse d'ail en 4 et vous la faites infuser, donc à frémissement, dans le lait. Ensuite, vous ajoutez dans ce lait les 2 types de crème, la fraîche et la fleurette. D'accord. Dans un plat à gratin ensuite, le précédent plat à gratin, vous superposez les tranches de pommes de terre jusqu'à 1 cm du bord, en salant et en poivrant entre chaque couche. Ensuite, vous allez couler par-dessus la préparation à base de lait et de crème afin de recouvrir le tout. Vous disposez les derniers petits cubes restants de beurre sur le dessus et vous enfournez 1h30 à 2h. Bah, c'est génial. Mais Moi, je le fais cuire à très plus basse température Ah bon, que ça à et un combien peu plus longtemps. Mais je sais pas si ça change quelque chose en réalité. Ça change rien. C'est super. Vous perdez juste 1 heure. Et pour ceux qui voudraient faire non pas un gratin dauphinois, mais un gratin savoyard, Comme Maud Ravier, oui, voilà. on le rajoute quand le fromage? Alors moi, je conseille d'en mettre de partout, quitte à en mettre, c'est-à-dire entre chaque couche Ah et sur le dessus. Oh. Ah ouais, faut pas rigoler, c'est juste pour avoir C'est 3 presque morceaux de sale, fromage qui se là, coupent hein, après. Et puis sur le dessus pour que ça gratine bien. Bien évidemment. Et puis, celui-là, il réchauffe encore plus de gratin savoyard. C'est autre chose, Voilà. mais moi j'ai une passion, une tendresse particulière pour ce gratin dauphinois que me faisait mon grand-père, et j'avoue que mon grand-père trichait, il mettait du fromage sur le dessus. bah Donc oui. j'ai longtemps Voilà, cru que il le avoue. gratin dauphinois c'était sans Moi, fromage. je dirais que vous avez été très mal éduqué, Grégory. Merci beaucoup, Grégory, pour tous ces conseils. Honnêtement, un bon gratin dauphinois, je crois que ça fait toujours l'unanimité. Merci pour vos astuces de chef. Mais ne bougez pas, Grégory, car on revient dans quelques instants avec d'autres tendances. On va découvrir notamment les meilleurs conseils beauté de Maud Ravier pour protéger notre peau des dégâts du froid. Et puis, Philippine Darblay a des choses dans sa besace qui pourraient vous séduire, hein, Grégory. Elle va nous présenter les dernières tendances de la lingerie masculine. C'est cadeau pour vous, messieurs. Et puis, mesdames aussi, hein, je sais qu'il vous manque peut-être encore quelques idées cadeaux, alors restez bien à l'écoute d'Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueurs du jour. Le gratin dauphinois du chef Grégory Cuiron, bah c'est bon, il est préparé, il est au four. Et justement, ça nous laisse le temps d'écouter pendant la cuisson les précieux conseils de Maud Ravier, des conseils pour ne pas geler de froid, enfin pour que notre peau ne gèle pas de froid. C'est à vous, Maud. Moi, par exemple, je sais pas vous, mais je me suis rendu compte que ma peau en hiver, elle était extrêmement sèche. Est-ce que c'est normal? Tout à fait. Alors vraiment, ça dépend de comment on chauffe aussi sa maison, parce que plus l'intérieur est surchauffé, plus ça fait des chocs thermiques au niveau de la peau. Évidemment, le vent, le froid, la pluie. Et puis, il se crée une espèce de vasoconstruction qui resserre un petit peu les glandes sébacées et du coup, le lipide ne se met pas bien correctement au niveau de la surface de la peau. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a la peau beaucoup plus sèche en hiver. Alors justement, moi j'ai absolument aucun problème, contrairement à Julia, ma peau elle est parfaite quelle que Vous soit la êtes toute saison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la peau de Julia du coup, la pauvre? Je suis toute irritée. Alors du coup, bien évidemment, vous pouvez vous offrir des soins spéciaux parce que toute marque fait un soin spécial grand froid à base de gras très nourrissant. Mais si vous n'avez pas ça et que dans vos placards c'est rempli de crème hydratante, évidemment parce que nous sommes des femmes, donc on achète toujours les derniers produits. Sinon on peut prendre un peu de gratin dauphinois de Oui, vu bah, c'est comme il est presque gras. ça. C'est je pense presque que- Ah oui, ça. la crème de Bresse, c'est On que va ça doit. pouvoir rajouter des gouttes, un petit peu d'huile dans la crème que vous avez déjà afin de la rendre encore plus nourrissante. Donc des huiles telles que onagre, argan, bourrache. Voilà, c'est des très bonnes huiles. Et est-ce qu'on doit démaquiller sa peau comme d'habitude en fait, ou Oui. est-ce qu'on doit changer le process? Alors l'idéal, quand c'est vraiment, là je parle du grand froid, quand on sent que ça fait du moins 5, moins 10 Oui, dehors. on n'en est pas là encore, mais Voilà. ça ne saurait Mais tarder, qui oui, sait, hein. on a Ouais. des pics des fois. Donc, je vous conseille de démaquiller votre peau, mais avec des huiles toujours. On va éviter tout ce qui est lotion, eau micellaire, les C'est lotions à la mode toniques. les huiles, hein. Vraiment c'est Bah oui, parce le que ça produit. va démaquiller puisque c'est gras, donc ça retire le maquillage et en même temps on a l'action hydratante, donc c'est juste génial. L'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, c'est idéal pour le démaquillage. Et on met une lotion après ou on laisse juste comme Non, ça? on laisse justement. Ah, moi je mets une lotion après. Et Eh puis oui, sinon, on c'est ça peut faire l'intérêt, un de masque laisser du de gras. nuit maison à la recette Maud Ravier. On Tout vous à écoute. fait. Alors moi j'adore. Soit vous achetez
acheter du gel d'aloe vera, mais vous pouvez aussi, pour les plus courageuses, acheter le vrai aloe vera, râper un petit peu la pulpe, c'est juste génial, c'est très très efficace. Et vous rajoutez un petit peu d'huile de rosée musquée, c'est absolument génial, 80% d'acides gras et de la vitamine A. Donc là, vous pouvez être sûr que le lendemain, votre peau est repulpée. Ça se garde au frais, ça, une fois qu'on l'a fait? Oui, ça se garde au frais. Ouais. Et pour les femmes un petit peu plus feignantes ou qui ont moins le temps, on va dire, vous avez la crème réparatrice d'Elisabeth Arden, la crème de 8 heures. Et la crème réparatrice de Sisley, pardon, je me suis mélangée. Les deux sont exceptionnels, la crème de 8 heures et la crème réparatrice. Est-ce qu'il existe des astuces alimentaires ? Alors, toujours les astuces alimentaires. On sait que pendant l'hiver, on n'hésite pas à rajouter un petit peu de gras, donc des huiles végétales dans l'alimentation, bien sûr. Du gratin dauphinois. Du de la crème de Bresse. Voilà. Mais l'idéal, c'est de prendre des gélules. Donc, ce sont toujours des compléments alimentaires. Vous avez les huiles de bourrache avec des oméga 6. Vous avez les huiles de coco. Vous avez plein d'huiles en complément alimentaire que vous allez pouvoir rajouter en plus de votre alimentation. Bon, alors moi personnellement le visage tout va bien, mais contrairement les mains, à Julia, mais par contre les mains sont un peu râpeuses en hiver, c'est sec, elles sont très abîmées. Est-ce que vous avez une petite astuce pour mes petites mains fragiles? Alors j'ai 2 astuces qui sont absolument géniales parce que moi c'est pareil, j'ai les mains qui sont complètement abîmées. Déjà, c'est interdiction de se laver les mains avec un savon fort ou un savon tout court. C'est pratique pendant le Covid. Voilà, on va plutôt utiliser des huiles de douche. On a bien vu maintenant qu'il existait des huiles de douche pour se laver, pour qui seront nourrissantes tout en lavant, c'est ça? Voilà, exactement. Donc privilégiez l'huile de douche pour laver les mains. Le gel hydroalcoolique, c'est pas utile s'il y a un risque, évidemment. Mais c'est pas l'idéal. Moi, on parle de beauté aujourd'hui, attention. Exactement. J'ai pas les marques en tête, mais j'ai utilisé du gel hydroalcoolique à base d'huile. Oui, exactement. Et donc c'est un petit peu hydratant. Je pense que ça existe. Rien n'empêche dans votre gel hydroalcoolique de rajouter des huiles essentielles de lavande qui sont cicatrisantes et apaisantes. Ça va pas abîmer votre gel hydroalcoolique. Et puis la petite astuce aussi, quand vous faites la vaisselle ou vos tâches ménagères, n'hésitez pas. Non, on fait jamais ça. Ah oui, je comprends. Non, mais je mets dans le lave-vaisselle, c'est ça que je veux dire. La vaisselle, je la fais pas à la main. Mais... Bon, alors si vous faites le calcaire dans la salle de bain, par exemple, vous mettez vos gants et surtout, pareil, mettez un masque sous le gant. Donc ça va hydrater en même temps vos mains et puis l'action de l'eau chaude va vraiment amplifier l'action du masque et de la crème. Même en faisant le ménage, vous nous faites du bien, mais vous êtes exceptionnel, c'est notre fait beauté, c'est incroyable. Merci beaucoup Maud pour toutes ces précisions. Notre peau sera en bon état, lumineuse tout l'hiver grâce à tous vos conseils, enfin surtout pour Julia, j'ai vu qu'elle avait tout noté. Merci. Mais vous avez des crevasses sur les mains. C'est ça, Philippine. On va maintenant parler d'intimité des hommes, enfin je vous rassure, juste de leurs sous-vêtements autour de la table, qui est plutôt boxeur, caleçon, il n'y a que vous Grégory, donc on vous demande à vous, mais en régie, n'hésitez pas à me donner vos préférences. Hein. Moi je suis plutôt boxeur. Boxeur, d'accord. Nicolas Baudin, notre réalisateur, boxeur, Benjamin Lévesque. Mais vous boxeur, les filles, oh là là, et Roman Dordor qui est là aussi en régie. Oui. Je crois qu'il est en garde. Non mais pas, d'accord. On vous écoute. Non mais on a aussi nos préférences nous, hein. Enfin je sais pas pour vous, on a quand même quelque chose à dire. Je trouve que ça dit souvent aussi de la personne. Hein. C'est vrai que c'est le vêtement le plus important. C'est quand même la première chose qu'on fait le matin. On peut dire que c'est intime. Hein. Il y a rien qui est plus proche de nous, si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous voyez, pas du tout. En tout cas, contrairement à l'offre des femmes, chez les hommes, honnêtement, il y a quasiment rien de très excitant. C'est un peu toujours les mêmes. Hein. Il y a les caleçons bouffants avec des motifs rayures, un peu enfantins, qui sont pas toujours très sexy. Ça va pour les ados, non ça? Voilà. Ouais, mais je pense que il y a encore beaucoup d'hommes qui non, Julia a l'air de connaître. Hein. Non, bien. Un bel homme dans un slip bouffant, c'est joli. Ah oui. Voilà, chacun ses préférences. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien. Exactement. Ouais. Et après, il y a aussi les boxeurs et les slips un peu plus classiques. Et là, souvent, on voit des hommes bien musclés sur l'emballage, voilà, fiers, qui est quand même une image qui peut être un peu réductrice, ou en tout cas qui est un peu old school de la figure masculine d'aujourd'hui. Bref, c'est dans ce contexte de manque total, en fait, de nouveautés, ou presque, que sont enfin apparues quelques marques, des petites pépites plutôt haut de gamme. Pour les fans de boxeurs, qu'est-ce que vous avez repéré alors Philippine? Alors pour les fans de boxeurs, il y a une marque que j'adore, un vrai coup de cœur, qui s'appelle CDLP. C'est une marque qui est suédoise, ça cartonne, vraiment, elle est géniale. CDLP. Ouais, en fait ça veut dire un cadeau de la Providence.
J'adore. Moi, ils ont été décernés quand même meilleurs sous-vêtements pour hommes au monde par l'iconique Vogue. C'est pas rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont Maud, spéciaux, elle regarde, de hein, je spécial? vois. Ça vous intéresse Eh ben, des je vais caleçons? je vous fais circuler les petits caleçons. Passer les caleçons de CDLP. Voilà, exactement. Bah alors, en fait, c'est un univers déjà de marque assez sexy, positif, décomplexé. Je viens de la jeter en l'air et j'ai atterri dans la poubelle. Je l'ai sorti. Il est effectivement très doux. Hein. C'est bien. Voilà, il est doux, il est sobre, il est élégant et il est fait en lyocell. La lyocell, en fait, c'est une fibre semi-synthétique écologique qui est apparemment top pour le côté extensible, la ventilation et le toucher. Comme vous avez pu le voir. C'est important. Et il n'est pas fait pour voler, hein, Julia, hein, pour information. Il est fait pour être nu. J'ai fait un panier avec. On est autour de quel prix à peu près? Il faut compter entre 31 et 36 euros par boxeur selon la forme, hein, parce qu'il y en a des beaucoup plus longs, des beaucoup plus courts. C'est pas donné. Et non, c'est pas donné, effectivement. On peut les acheter en pack peut-être. Effectivement, et là c'est beaucoup plus avantageux en pack. Alors pour les aficionados du caleçon comme chez Julia Vignali apparemment. Oui, moi j'aime bien. Et ben là il y a une marque nationale très cocorico, donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui qui s'appelle Parachute, qui a été créée en 2018. Sur votre tête là, c'est très bien Julia. Non mais en fait c'est impossible de faire cette chronique parce que les deux sont en train de jouer avec les caleçons. Moi je vous écoute. Hein. Le seul homme de la table se tient bien et les femmes se passent les caleçons. Enfin voilà. Je tiens à préciser, On se les jette. par rapport à votre réflexion, nous ne sommes pas que des corps. Vous avez un cœur aussi sous le caleçon. Pardon. Donc pour en revenir à Parachute, là c'est un univers très chic, un peu vintage revisité, c'est un peu le gentleman à la française, mais qui est quand même à moitié nu, hein, faut le dire. Et leur modèle phare, c'est celui que j'ai là, qui est le caleçon Héritage. Je vais vous le passer, qui est une référence au premier caleçon américain Milon, qui est arrivé dans les années 30. Chic, hein, je trouve ça extrêmement chic, bien plus chic que les premiers. Ah non, moi je préfère les premiers. Ouais, il est en coton égyptien celui-là, qui est un coton éco-responsable, qui est de grande qualité, puis surtout ça brille presque tellement. C'est vrai, avec beaucoup d'éclairage dans le studio, mais à la maison ça brillera peut-être. Mais un il petit est peu plutôt moins. cintré, non, ce caleçon? Eh ben oui, justement, c'est sa grande force. Il est pas bouffant, enfin. Et d'ailleurs, Carole, qui est la directrice de la marque, elle ne parle pas de sous-vêtements, mais de vêtements, parce qu'il a vraiment été conçu comme tel. Et elle nous explique comment il a été réalisé techniquement. Nous avons fait plusieurs tests pour finalement opter pour un empiècement en forme de triangle au niveau de la taille que nous avons complété par 2 pinces à l'image en fait du pantalon à pince très connu. Nous avons également inséré dans le caleçon un maintien ultra respirant qui a également une fonction hygiénique. Voilà, ce maintien qui s'apparente aussi. Hein. Voilà, ça s'apparente un peu à un hamac. Je crois qu'on comprendra tous ce de quoi ça parle. Ça vous plaît? On a un seul homme autour de la table, alors je sais pas. Grégory, votre avis sur ce parachute? Oui, il est pas mal. Ouais. En revanche, c'est vrai qu'avec cette mode des pantalons un peu moulants, les caleçons un peu parachute, c'est pas évident à caler. Celui-là, il est cintré. Il est cintré. Ça vaut combien, ça? 55 €. Voilà. C'est drôlement cher. Mais c'est des très beaux tissus. Hein. Oui, franchement, il faut le voir pour le toucher. Et ensuite, je voudrais juste terminer sur un autre univers. Alors là, c'est carrément autre chose. C'est plutôt autour du slip. C'est celui d'une marque qui s'appelle Kurt Stuff, qui est née en 2018, qui est à Barcelone. Et là, c'est vraiment un autre monde. Il prône le fait de s'assumer, de pas avoir honte et surtout de montrer son corps. Alors là, on voit sur leur Instagram des jeunes mâles légèrement transpirants qui posent dans des slips aux fesses parfois découvertes. Oui. Il y a 2 petits élastiques à la place du tissu derrière, ou même des strings qui sont d'ailleurs presque aussi fins que les nôtres. Bon après, c'est un style évidemment qui divise, je le conçois, mais c'est aussi une marque qui a des valeurs fortes, hein, vraiment de libération. Et je trouve que c'est assez représentatif d'une des manières dont la masculinité évolue aujourd'hui. Je pensais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Et important, franchement. Comment s'appelle la dernière marque là? Kurt Stuff. Alors c'est pas évident il faut remplacer les U par des V. KVRT. Vous avez parlé de fesses ouvertes et Julia tout de suite vous demande la marque. Maud Ravier, vous préférez lesquelles de caleçons pour hommes là? Eh ben bizarrement, moi j'ai trouvé le dernier très chic, c'est vrai. Alors je suis pas sûre que j'aimerais voir mon mari dedans, mais j'ai trouvé qu'il y avait un vrai stylisme et une vraie recherche. C'est vrai qu'on dirait un vêtement en fait et pas un sous-vêtement. Je suis tout à fait d'accord. Pour information, c'est très tendance, mesdames, de porter les caleçons des hommes. Oui, bien sûr. Donc voilà.